apporte le premier épisode de la série Toi que j'ai aimé. Et je tiens à vous dire que tout le monde attendait cette œuvre, car elle est véritablement considérée comme l'une des plus puissantes de cette saison. Commençons. L'épisode s'ouvre sur Arcane alors qu'il effectue son service militaire. Il est en plein entraînement, mais il est surpris de voir son ami Kadir en difficulté, incapable de réussir son test. Immédiatement, Arcane court à son aide et parvient à le faire descendre. Mais dès que le commandant les aperçoit, ils se mettent à leur hurler dessus, car ce n'est pas le rôle d'Arcane d'intervenir. Il punit Arcane en lui ordonnant de courir autour du camp en portant son sac ainsi que celui de son ami en même temps. Et ce n'est pas tout. Une fois fini, il devra se rendre de toute urgence au bureau de l'officier. Aussitôt, Arcane se met à courir. Arcane court de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. Ensuite, il entre dans le bureau de l'officier et s'étonne de voir que celui-ci lui demande d'être celui qui jouera de la musique lors de la fête. L'officier donne à Arcane les partitions pour s'entraîner, Arcane les prend et passe la nuit blanche dessus, tandis que ses amis se moquent de lui, mais la surprise terrifiante survient lorsqu'un violent séisme frappe, détruisant tout sur son passage. Nous nous rendons alors à la maison d'Assad, le père d'Arcane, où la gouvernante accourt vers eux. Elle leur annonce la nouvelle du séisme. Assad est fou d'inquiétude pour son fils, tandis qu'Engie, la mère d'Arcane, demande si personne n'arrive à le joindre ou à savoir ce qui lui est arrivé, s'effondrant sous le poids de la terreur. Assad demande alors où est son fils Taher. À ce moment-là, Taher est en réunion avec un investisseur qui estime qu'Assad est injuste envers lui. Il pense que puisque Arcane revient à la fin de la semaine, cela signifie que Taher va s'effacer et que son père fait de la discrimination entre eux, alors que Taher est normalement l'aîné. Taher se sent oppressé, comme s'il ne pouvait plus respirer, et s'excuse pour partir. Il reçoit alors un appel d'Assad l'informant de ce qui est arrivé à son frère Arcane et lui demandant de venir rapidement aujourd'hui. Engie considère qu'Assad est le seul responsable de tout cela, car c'est lui qui a envoyé son fils Arcane à l'armée. Elle lui jure que s'il arrive malheur à Arcane, elle ne le lui pardonnera jamais. Taher entre alors et Assad lui crie dessus pour son retard. Taher lui répond qu'il était en réunion importante et s'assoit à l'écart. Nous retournons au quartier général de l'armée, où les soldats cherchent des blessés ou des survivants sous les décombres. À cet instant, Arcane reprend conscience, entend leur voix et les appelle rapidement pour qu'ils le sauvent, lui et ses camarades. Effectivement, les soldats parviennent jusqu'à lui et réussissent à l'extraire. Après s'être assuré de son état, Arcane les quitte et court vers son commandant pour lui demander de les aider à sauver les citoyens. Le commandant se moque de lui en disant que ce n'est pas un jeu, mais Arcane réussit à le convaincre de l'emmener avec eux. Immédiatement, il évoque le souvenir de son ami Mohamed, tombé en martyr, et le commandant ne trouve rien à répondre. Il accepte sa demande. Il l'emmène effectivement dans un village pour sauver ceux qui sont encore en vie. Dès son arrivée, il entend les pleurs d'un enfant, court vers lui et le secourt, mais l'enfant est blessé à la jambe. Une vieille femme entre alors et les informe qu'un voleur rôde dans la zone et les dépouille après la catastrophe. Il aperçoit au loin un mouvement étrange et comprend à l'instant qu'il s'agit du voleur. Il le poursuit jusqu'à arriver devant une vieille maison dont l'aspect extérieur suggère qu'elle est abandonnée. Mais la surprise est qu'il s'agit d'une jeune fille. Elle entrevoit sa mère malade, lui annonce qu'elle a réussi à trouver de la nourriture et la rassure en disant que ses frères ne tarderont pas à venir les sauver et qu'elle sera soignée à l'hôpital. C'est alors qu'Arcane arrive, frappe à la porte et insiste pour entrer. Cependant, l'étrange jeune fille apparaît derrière lui et le menace. Il la rassure en affirmant qu'il n'est pas là pour leur faire du mal, mais au contraire pour les aider. Il lui demande si c'est elle la voleuse qui pille le village. Elle répond que c'est impossible et qu'elle vit avec sa mère, loin des habitants du village, s'occupant de leurs propres affaires. Il lui demande d'entrer pour vérifier par lui-même si elle dit la vérité. Elle le laisse entrer dans la chambre où il voit la mère. Dès qu'il constate son état, il lui promet de faire l'impossible pour la sauver. Cependant, la jeune fille le supplie de ne pas intervenir car ses frères leur interdisent de quitter cet endroit sans leur permission. Arcane s'étonne de ses propos et décide de partir, mais il change d'avis au dernier moment. Il lui annonce qu'il restera avec elle jusqu'au retour de ses frères, car le séisme a détruit sa maison et n'importe qui pourrait les attaquer. Il lui demande de trouver de quoi camoufler la maison aux yeux des passants. Elle réfléchit un instant, puis trouve une solution, tout en lui précisant qu'elle rapportera de la nourriture avec elle. Au même moment, 3 individus observent la situation de loin, et leur apparence laisse présager de mauvaises intentions. Le lendemain matin, chez Assad, Taher est assis seul. Sa sœur entre et l'encourage à venir s'asseoir avec eux pour connaître le plan de leur père. Il se moque d'elle en disant que leur père ne se soucie pas de lui tant qu'il est fatigué, et qu'il ne voit personne d'autre qu'Arcane. Mais sa sœur parvient à le convaincre de la suivre. Assad réussit enfin à joindre le commandant d'Arcane, qui le rassure en disant que personne n'est mort et qu'Arcane est sain et sauf. Mais il l'informe qu'il est parti en mission et qu'ils ont perdu sa trace depuis. Engie devient folle de rage car elle avait recommandé que Arcane ne s'expose à aucun danger.
Elle demande à sa fille de lui réserver le premier vol pour là-bas, mais celle-ci esquive la demande avec une excuse quelconque. Engie hurle alors sur Assad, l'accusant d'être responsable de tout, ce à quoi Assad rétorque que c'est Arcane lui-même qui a demandé à partir en mission. Nous retournons auprès d'Arcane qui garde la maison aux côtés de la jeune fille. Il se présente et elle fait de même. Nous apprenons qu'elle s'appelle Dejla. Elle lui avoue la vérité. La nourriture qu'il a vue la veille n'était pas à eux comme elle l'avait prétendu. Elle l'a volée au village après le séisme. Elle lui demande si Dieu lui pardonnera. Arcane la rassure en disant que Dieu est miséricordieux et qu'il lui pardonnera puisqu'elle n'avait pas le choix et que elle devait sauver sa mère d'une mort certaine. Il lui fait promettre de ne plus jamais recommencer. Pendant ce temps, nous voyons la fiancée d'Arcane qui tient sa photo en pleurant, terrifiée à l'idée qu'il soit mort ou blessé. De retour vers Arcane, il partage un repas avec Dejla et lui demande quand remonte sa dernière sortie. Il est alors choqué d'apprendre que ses frères l'enferment depuis qu'elle a 6 ans et qu'elle a même été privée d'éducation. Il lui demande pourquoi ils agissent ainsi et la garde prisonnière. Elle répond que c'est depuis ce qui s'est passé dans le jardin avant d'éclater en sanglots sans expliquer ce qu'elle veut dire. Arcane s'énerve et déclare qu'il leur demandera des comptes à leur retour. Dejla est immédiatement terrifiée par sa réaction et s'empresse de rentrer dans la maison en fermant la porte, suppliant Arcane de s'en aller et de la laisser. Mais soudain, le gang qui les surveillait depuis la veille apparaît. Ils ordonnent à Arcane de ne pas s'en mêler et de partir, lui faisant remarquer qu'il est un officier seul face à 3 hommes et qu'il ne pourra pas les battre. Mais Arcane refuse d'abandonner Dejla et sa mère. Ils tentent alors de négocier. S'ils leur livrent la fille, ils s'en iront. Bien sûr, Arcane refuse, et un combat terrifiant s'engage. Des coups de feu retentissent partout. Arcane se retrouve encerclé et est touché à l'épaule. Dejla sort de la maison, réussit à l'aider à s'échapper et le fait entrer à l'intérieur. Mais il est aussi touché au ventre sans qu'elle ne s'en aperçoive. Une balle frappe la mère malade et la tue sur le coup. Dejla s'effondre devant le cadavre de sa mère, tandis qu'Arcane tente de la ramener à la réalité en lui expliquant qu'ils sont toujours en grand danger. Il essaie de viser les bandits, mais il tombe à court de munitions. Les criminels menacent alors d'entrer s'ils ne sortent pas d'eux-mêmes. Arcane propose à Dejla de créer une diversion pour qu'elle puisse s'enfuir, mais elle refuse, disant que sa vie n'a plus de sens après la mort de sa mère. Elle tente de stopper l'hémorragie d'Arcane et le supplie de vivre, lui disant qu'il a encore de belles choses qui l'attendent. Elle le remercie pour tout ce qu'il a tenté de faire pour la sauver, elle et sa mère. Elle sort alors seule face au gang avec un immense courage, leur faisant croire avec un rire amer qu'Arcane est mort et qu'elle est désormais seule. Il s'empare immédiatement d'elle et l'emmène. À cet instant, Arcane perd connaissance. Il voit son ami martyr Mohamed qui lui dit que son heure n'est pas encore venue. Il lui demande de saluer sa mère pour lui et de ne jamais abandonner les droits de cette femme opprimée. Soudain, Arcane se réveille en sursaut et appelle immédiatement des renforts pour qu'ils viennent le secourir en urgence. Il donne le signalement des 3 hommes qui ont enlevé la fille et lance des patrouilles à leur recherche partout pour sauver Dejla. Entre-temps, le gang l'a emmené dans une grotte cachée que personne ne pourrait remarquer. L'un des 3 ne cesse de la fixer du regard, ce qui la terrifie. Nous retrouvons Arcane qui se réveille dans l'ambulance. Son commandant l'informe que sa famille est folle d'inquiétude. Arcane le prie de ne pas leur raconter ce qui s'est passé, car il ne veut pas qu'ils s'alarment. Effectivement, il appelle toute sa famille pour les rassurer sur son état. Cependant, quand vient le tour de sa fiancée Bortienne, il s'excuse de ne pas pouvoir lui parler, prétextant que le commandant l'appelle d'urgence. Sa fiancée est très blessée par ce geste, mais Engie la console aussitôt en lui proposant de l'emmener avec elle le soir à une réunion de travail très importante. Nous retournons vers Dejla. L'homme qui l'observait se retrouve seul avec elle. Il l'attaque immédiatement, avec l'intention de l'agresser sexuellement. Elle résiste de toutes ses forces et le supplie de la laisser, mais il lui rétorque que personne ne pourra plus la protéger d'eux et que l'officier qui l'accompagnait est mort. De retour vers Arcane à l'hôpital. Quand il se réveille, il apprend par son ami Kadir qu'ils ont arrêté le gang et que Dejla est désormais en sécurité à l'hôpital. Arcane se réjouit qu'ils aient pu la sauver à temps. Il voit alors sa fiancée Bortienne l'appeler. Ne pouvant plus la supporter, il demande à Kadir de répondre, car il serait cruel de la laisser ainsi. Lorsqu'il finit par lui parler, son agacement est palpable, et il met fin à la conversation rapidement. Après l'avoir rassuré sur sa santé, il prétexte une surcharge de travail pour accrocher. Il confie alors à Kadir que c'est elle qui refuse de comprendre qu'il ne l'aime pas et qu'il ne ressent rien pour elle. Accompagné de Kadir, il se rend au chevet de Dejla, mais ses frères l'empêchent d'entrer, lui demandant avec arrogance qui il est pour vouloir la voir. Il leur explique immédiatement qu'il est l'officier qui l'a sauvé, mais il le remercie avec une condescendance méprisante et le force à quitter les lieux. Ensuite, son grand frère entre la voir et la frappe, persuadé qu'il s'est passé quelque chose entre elle et Arcane. Elle ne cesse de jurer qu'il n'en est rien. Son petit frère la sauve des mains de l'aîné, la couche sur son lit et va parler à son frère pour essayer de le convaincre de faire venir une femme médecin pour l'examiner avant de faire ce qu'ils ont en tête. Mais l'autre refuse, affirmant qu'ils ne vont pas s'exposer au scandale et qu'il n'y a qu'une seule solution. Dejla se perd alors dans ses souvenirs terrifiants d'enfance. Il est clair que quelqu'un a abusé d'elle, mais elle est restée silencieuse, sans jamais le dénoncer. Le lendemain, Dejla rentre chez elle avec ses frères. Il l'oblige à faire ses ablutions et à se préparer car ils ont l'intention de l'exécuter. Il lui demande quel est son dernier souhait avant de mourir. Elle les supplie de pouvoir voir la tombe de sa mère. Ils acceptent, mais Arcane arrive sur les lieux. Il veut voir Dejla et comprend qu'ils vont la tuer. Il leur hurle dessus, s'indignant qu'ils puissent faire cela à leur propre sœur.
Ils lui répondent que c'est une question d'honneur et qu'on ne plaisante pas avec ça, soit. Kadir sépare les belligérants avec difficulté et convainc Arcane qu'ils vont la sauver en prévenant le commandant. À ce moment-là, les frères décident de la tuer immédiatement, sans attendre qu'Arcane n'agisse. Il lui ordonne de prononcer ses dernières paroles, mais au dernier moment, alors que Dejla récite la shahada, Arcane intervient et déclare qu'il va épouser Dejla. Il les informe qu'il l'épousera dès demain matin et demande à ce qu'elle reste avec lui pour sa sécurité. Mais le grand frère refuse, voyant là un piège d'Arcane pour la faire fuir. Pour cette raison, il envoie le petit frère avec eux et remet la carte d'identité de la jeune fille à Arcane pour qu'il effectue les analyses de sang avant le mariage, affirmant que c'est son droit. Ils se rendent tous au centre pour qu'Arcane informe son commandant. Ce dernier le réprimande pour avoir agi de sa propre initiative et tente de le convaincre qu'il existe une autre solution que le mariage. Mais Arcane lui explique la situation et les intentions meurtrières des frères. Il donne la carte d'identité au commandant et le prie d'accélérer les procédures pour un mariage dès demain matin. Le commandant accepte et lui ordonne de l'emmener faire ses prélèvements sanguins. Ensuite, Arcane va la rassurer. Il s'assoit près d'elle et lui promet qu'il est là, qu'il ne l'abandonnera pas et que ses frères ne pourront rien lui faire tant qu'elle est avec lui. Elle lui demande alors pourquoi il a décidé de l'épouser. Il lui répond que c'est tout comme elle a sauvé sa vie la veille. Il lui explique que c'est un mariage de pure forme, juste pour les apparences, et qu'après un certain temps, ils divorceront pour qu'elle puisse vivre la vie qu'elle souhaite. Mais elle est terrifiée par l'idée du divorce, lui disant que ses frères ne l'épargneront pas à ce moment-là. Il clôt la discussion en lui disant d'oublier cela pour l'instant et qu'ils trouveront une solution le moment venu. Elle lui demande si elle portera une robe de mariée, comme sa mère le souhaitait. Arcane lui répond que c'est difficile, mais promet d'essayer. Il apprend d'elle que ses frères ont enterré sa mère, en lui interdisant même de visiter la tombe. Il lui jure alors qu'il l'emmènera se recueillir sur la tombe de sa mère, envers et contre tout. Le soir, Arcane et Kadir s'introduisent dans un magasin de robes et choisissent une robe de mariée et des chaussures magnifiques pour Dejla. Arcane s'en veut d'avoir agi ainsi, mais il n'y avait pas de temps. Il laisse un mot d'excuse avec le prix de la robe, des chaussures et de la réparation de la vitrine brisée. Nous allons chez sa fiancée Bortienne, qui est surexcitée et prépare ses affaires car son mariage approche. Sa mère tente de lui faire comprendre qu'Arcane ne l'aime pas et que tout comme il l'ait quitté autrefois, il le fera encore. Mais Bortienne refuse de croire ses paroles. Sa mère tente de la calmer, mais est surprise de voir que sa fille a recommencé à se faire du mal. Nous comprenons qu'il s'agit d'un trouble psychologique apparu lorsqu'Arcane l'a quitté par le passé. Bortienne lui promet de ne plus recommencer et explique qu'elle a fait cela hier par pure angoisse pour lui. De retour au quartier général, nous trouvons le petit frère de Dejla toujours présent. Arcane va lui montrer la robe en lui disant qu'elle plaira beaucoup à Dejla. Arcane lui fait remarquer qu'il est gentil, contrairement à son frère aîné, et lui demande d'aller dormir en l'assurant que sa sœur est sous sa protection. Mais celui-ci refuse catégoriquement et affirme qu'il continuera à les surveiller. Arcane s'en va en se moquant, car s'il voulait les faire disparaître de la surface de la Terre, il pourrait le faire en un instant. Arcane se rend auprès de Dejla et la trouve en train de chanter des chansons enfantines d'une voix magnifique. Quand elle termine, il lui montre la robe. Elle s'envole de joie et le remercie. Il l'informe que son frère est en bas et a refusé de partir, prévoyant de les rejoindre demain. Elle lui explique qu'il est impossible pour lui de désobéir aux ordres de l'aîné. Il la laisse dormir. Le lendemain est le jour du mariage. Elle porte sa robe dans sa chambre et pleure en se souvenant de l'agression du bandit, du fait qu'elle l'a frappé pour s'enfuir, mais que ses frères ont refusé de la croire. Arcane entre et remarque qu'elle n'a pas mis le ruban de la robe. Il lui en demande la raison. Elle lui explique que ses frères s'y opposeraient, car ils la considèrent comme indigne et disent qu'elle a perdu son honneur. Il lui demande « C'est à toi que je demande. Veux-tu le porter ou non ?» Elle lui confirme qu'elle le souhaite ardemment. Alors lui-même, lui disant qu'à partir de maintenant, la vie des autres n'importe plus. Ils vont signer l'acte de mariage sous les yeux des frères qui attendent que toutes les procédures soient terminées pour être sûr que tout est en règle. L'officier d'état civil demande à Dejla si elle accepte Arcane pour époux, ce qu'elle accepte, et pose la même question à Arcane. Ils reçoivent leur certificat de mariage. Ensuite, elle va baiser la main de son frère aîné avant de partir. Celui-ci est ravi de ce mariage et salue Arcane, s'attendant à ce qu'il fasse de même. Mais Arcane refuse catégoriquement, et l'autre s'en va furieux. Nous allons chez Engie, la mère d'Arcane, qui organise une soirée de charité pour les orphelins. Après le séisme, tous les invités louent son geste noble. Nous retrouvons Assad à l'entreprise. Taher entre et ils discutent des moyens de financer un budget pour les orphelins plutôt que de les laisser dans les centres de l'armée. Taher explique que le problème vient de l'hôtel qui engloutit tout leur argent pour son aménagement. Il demande ensuite à son père de le laisser terminer le projet sur lequel il travaillait, mais son père refuse et lui demande de patienter jusqu'au retour d'Arcane à l'entreprise en fin de semaine. Taher est excédé et lui rappelle qu'en tant que fils, il a autant de droits dans l'entreprise qu'Arcane. Il dit à son père que sa décision est prise. À ce moment, l'assistant entre avec des documents importants à signer. Et Assad choisit son stylo le plus précieux pour signer. Taher se dit en secret que ce stylo compte plus pour son père que lui-même.
Il s'en va, quitte les lieux et appelle quelqu'un pour lui dire qu'Arkan va gâcher le travail dès les premiers jours et que c'est là qu'on reconnaîtra sa propre valeur. Soudain, Taher se sent mal, s'effondre au sol et fait une crise d'épilepsie. Tout le monde est terrifié par la scène, mais Assad, qui venait d'arriver, secourt son fils et parvient à le ranimer. Quand Taher reprend ses esprits, son père lui dit « J'ai compris que tu ne pourras jamais être le chef de cette famille ». De retour vers Arkan qui a tenu sa promesse envers Dejla, il l'emmène sur la tombe de sa mère. Dejla raconte tout ce qui s'est passé à sa défunte mère, l'informant qu'elle s'est mariée et qu'Arkan l'a sauvée de ses frères qui voulaient la tuer. Elle remarque ensuite que la tombe est négligée et abîmée. Arkan la rassure en disant qu'ils la répareront ensemble, qu'ils graveront son nom dessus et l'orneront de fleurs, réalisant tous ses souhaits. Elle pleure et le remercie d'avoir tenu parole. Nous retournons à la soirée de charité d'Enji. Elle présente la fiancée de son fils Arkan aux invités, disant qu'elle l'aidera dans cette campagne de dons et l'invite à se présenter. De son côté, Arkan emmène Dejla, et en chemin, il se met à la prendre en photo, lui montrant combien elle est belle sur les clichés. Il prend des photos avec elle et Dejla est rayonnante de bonheur. Il l'emmène dans une classe pour enfants. Orphelin, car c'est lui le professeur qui leur apprendra à lire et à écrire durant son séjour au centre. Il l'installe parmi eux pour qu'elle apprenne avec eux. De retour à la soirée, la famille d'Arkan remercie un homme nommé Karai. Nous apprenons qu'il appartient à une grande famille et qu'il a fait un don colossal. Il leur explique qu'il ne fait qu'accompagner sa femme Sérine avant de retourner à son travail, et les prie de saluer Arkan de sa part. Ensuite, Sérine discute avec lui et lui demande si Arkan se mariera dès son retour ou s'il restera encombré par cette fille plus longtemps. Il répond que c'est ainsi qu'Arkan, ne sachant même pas ce qu'il veut vraiment. Il la salue et s'en va. Nous retrouvons Arkan qui demande aux enfants comment écrire et dessiner. Dejla apprend comment tenir le stylo et tracer les lettres correctement. À la fin de la leçon, Dejla lui annonce qu'elle lui a préparé une surprise. Elle lui apporte un plat qu'elle a cuisiné elle-même. Il mange et lui dit que c'est le meilleur repas qu'il ait goûté de toute sa vie. Elle lui demande ensuite s'il va passer la nuit avec elle, mais il refuse, lui rappelant que ce n'est pas un vrai mariage, et qu'ils ont fait cela uniquement pour faire taire ses frères, et qu'il divorcera bientôt. Immédiatement, elle refuse d'entendre cela, et lui affirme qu'elle retournera chez ses frères s'il redit ses paroles. Elle le supplie de promettre de ne jamais divorcer. Il finit par promettre, la fait asseoir pour manger, et l'assure qu'il ne l'abandonnera pas. Il doit retourner chez lui et retrouver sa famille. Il salue son ami et s'apprête à partir, pour trouver Dejla qui l'attend, tout excitée à l'idée de quitter ce village où elle a été enfermée toute sa vie. Mais Arkan l'informe qu'elle doit rester ici et qu'il s'est arrangé avec le commandant pour lui fournir un endroit sûr où vivre. Elle est sous le choc et lui reproche de l'avoir quand même abandonnée. Il lui répète qu'il ne divorcera pas et ne rompra pas sa promesse, mais qu'elle ne peut pas venir avec lui et doit rester ici. Il lui enverra de l'argent et elle ne manquera de rien. Elle lui répond qu'elle préfère retourner chez ses frères pour qu'ils la tuent et qu'elle soit enfin en paix, lui avouant qu'elle ne vit que parce qu'il est avec elle. Elle s'en va brusquement et il ne parvient pas à l'arrêter. Nous revenons à la famille d'Arkan. Assad annonce à Enji qu'ils doivent hâter le mariage d'Arkan car c'est ce qui sauvera leur entreprise. Enji le rassure en disant qu'Arkan revient et que tout ce qu'il désire sera accompli. Plus tard, Arkan arrive à la maison. Il entre et, à la surprise générale, il est accompagné de Dejla. Personne ne comprend qui est cette fille. Il se tient face à eux tous et déclare qu'il y a quelque chose qu'ils doivent savoir. L'épisode se termine ici, tout comme cette partie de la série. N'oubliez pas de vous abonner pour voir les suites, dont je vous laisserai le lien dans la description. Salut!